francemusique.ch. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et aujourd'hui encore nous redécouvrons ensemble la musique de Tchaïkovski. Soyez donc les bienvenus. Quelle est charmante cette Odile. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Quelle est charmante cette Odile, un des personnages de cet opéra sans chanteur, comme vous nous le décriviez hier, puisqu'aujourd'hui encore, il est question du Lac des Cygnes, Bertrand Roulet, puisque cette émission va la partager en deux parties. D'abord, redécouvrir Tchaïkovski avec le Lac des Cygnes, et puis pour beaucoup, ensuite, découvrir Tchaïkovski avec l'Enchanteresse, cet opéra dont il sera question dans quelques minutes. Mais là, nous avions envie de recommencer, vous aviez envie de recommencer cette émission avec ce thème d'Odile, aux joies très simples, rythmiquement déjà. C'est une des variations tirées du thème Racine, de l'idée Racine, c'est-à-dire le contact du prince dans ce monde de rêve, ce monde impalpable avec Odette, qui est la femme cygne que pendant le jour, et puis qui est donc enfermée dans un sortilège et qui peut être femme que pendant la nuit. Ça veut dire que c'est cette dimension qu'on n'a peut atteindre souvent que dans le rêve. Et ce sortilège, ce n'est rien d'autre que la scission entre le moi ordinaire de la nature, qui n'est pas la totalité de ce que nous sommes, qui n'est qu'une volonté, qui est coupée justement de l'essentiel. Et le théâtre de l'essentiel, là où toutes les choses sont moins tranchées, sont moins chosifiées que sur le plan purement matériel, eh bien c'est justement cet entre-deux-mondes, ce que Nietzsche a appelé ironiquement les arrière-mondes. Très bien. Comment est-ce que ça se joue musicalement ? Parce qu'on reprend là cette partition Bertrand Roulet. On a vu que en fait l'union avec Odile, c'est pas l'union simplement avec une personne, mais c'est épouser un système de valeurs. Donc c'est satisfaire l'ego dans ses prétentions par rapport à la société. En fait, la connotation sociale est très importante. Un ego tout seul sur une île déserte, ça n'a pas tellement de valorisation possible. Et donc maintenant le mariage, cette jonction va se faire par ce mariage symbolique. Et tout est enjoué, tout est quand même toujours très frais et classique dans l'écriture. Donc le thème d'Odette qui était devenu dans ce qu'on vient d'entendre, je ne développe pas tout en détail ce qui a déjà été dit déjà hier, mais donc cette version enjouée je vais vous commenter brièvement cette scène. D'accord. Le charme qui attire le prince vers Odile en tant que tel, c'est splendide, c'est magnifique. C'est l'envie de complétude, c'est l'amour, c'est la volupté. Mais tout ça sera englué dans des valeurs qui à long terme se révèlent être vaines. Et puis c'est surtout une conception de vie, une conception du monde exprimée ici avec les rythmes de chasse. Les valeurs pratiquement militarisantes des parents du prince. Et le socle de cette relation, c'est le paraître, c'est une certaine conception de la réussite. C'est ce qu'on entend là. C'est ce qu'on entend là. Et puis on voit maintenant, en un éclair, l'aspect négatif donc des sortilèges qui tiennent prisonnière Odette.
Le prince est frappé par la similitude dans ses souvenirs avec Odette. Ici, le thème est dans une lumière froide. Un feu sans chaleur. Une lumière froide, harmoniquement, par le choix des instruments. Et puis le choix du piccolo. Voilà. Et puis on peut imaginer que cette brève prise de conscience, eh bien, elle n'est qu'éphémère parce qu'ensuite il y a beaucoup de distractions, beaucoup de danses exotiques qui pourraient figurer toute une vie de plaisir, une vie de stress, une vie de réussite professionnelle, tout ce qu'on peut imaginer, dans ce que j'appelle le grand bal des illusions. Et il y a ce symbole extraordinaire au moment où vraiment c'est trop tard, vraiment le prince est tout entier dans ce mode de vie, ce mode d'être. Il y a ce symbole de la femme cygne, de Odette prisonnière dans ce corps de cygne, loin d'être mis en valeur comme Odile. Et bien justement vient du bout des ailes, essaye de frapper contre les carreaux de la salle de bal pour se faire entendre dans la conscience du prince. Oui, le contraste est saisissant entre l'allégresse et la détresse, Bertrand Roulet, de ce signe, de cette femme qui est à l'extérieur. Et puis cet homme complet qui représenterait en fait l'union avec Odette, eh bien, il est bien symbolisé avec cette femme qui est prisonnière dans une ruine, dans une île au milieu d'un lac. C'est comme une esquisse de ce que devrait être l'homme véritable, cette île qui est posée dans cet infini, de cet au-delà de l'eau. Hein. Il y a toute une symbolique de l'eau, donc de ce qui est vraiment cosmique et sans frontières, et d'un autre milieu que le milieu terrestre. Et donc le moment où le prince a vraiment un choc et il va courir vers le lac pour essayer de rattraper le gâchis, eh bien c'est à mon avis symboliquement pour que l'œuvre résonne vraiment avec quelque chose de réel. Au-delà du carton-pâte et des sautillements en tutu, c'est vraiment le moment où on sent approcher la mort, ou peut-être au dernier moment on sent qu'on est passé à côté de l'essentiel. Ça s'entend ça ? Oui, parce que Tchaïkovski reste fidèle à cette symbolique, mais il ne faut pas qu'on vienne la déranger avec des histoires de signes noirs qui n'ont rien à voir avec... C'est une autre symbolique assez belle en même temps, le signe blanc, le signe noir. C'est purement esthétique, ça va pour vendre peut-être des chocolats ou je ne sais pas. En tout cas, ça a été pour vendre un signe, vous l'avez déjà fait allusion à ça, Black Swan avec Nathalie Portman, sublime, qui est par ailleurs a des qualités indéniables. Oui, mais en tout cas, c'est pas dans la partie. On parle de la schizophrénie, on parle de tout à fait autre chose, c'est une histoire poignante, mais d'ailleurs, dans le film, au moment où on voit les sortilèges du cygne noir, justement, on reprend une version qui est postérieure à la mort de Tchaïkovski et qui n'a strictement thématiquement rien à voir avec ce que représente ce cygne noir. Ce n'est pas un monde manichéen où il y aurait ces deux éléments. Il y a vraiment l'accomplissement représenté par le cygne et puis les valeurs terrestres qui sont Odile. Avec son père, qui est vraiment l'auteur du système. Le système veut rester tel qu'il est, et qui est représenté par un hibou lui-même dans ce monde féerique. Et on pourrait aussi ajouter que le quatrième acte serait vraiment la tentative de la personne qui n'a plus rien à perdre, puisque les sortilèges d'Odile, la vanité, la vacuité de ce qu'elle représente apparaît, mais souvent ça n'apparaît qu'au dernier moment, quand on n'a plus l'énergie pour changer de direction. Et bien que au moment de la mort, ça se sent parce que symboliquement le lac est en train de déborder, va tout engloutir, va tout détruire. C'est ce que j'appelle la mort. Symboliquement, ça se sent, musicalement, ça s'entend, Bertrand Roulet ? Cette approche de la mort, je vous ai interrompu tout à l'heure, cette approche de la mort s'entend dans le traitement musical. On pourrait presque même voir, une mélancolie même de la vieillesse dans la danse des cygnes, parce que Odette est donc abandonnée. Et au lieu de mettre, comme dans le film justement dont vous parliez, ou dans cette version trompeuse, au lieu d'avoir...
un thème qui est absolument à la limite, même presque une coquille dans la partition. C'est quelque chose qui est très très périphérique, quoi, par rapport au sens de l'œuvre. On a justement évidemment toujours cette richesse mélodique de Tchaïkovski dans une lumière automnale. On pourrait aussi citer un cas de figure intéressant dans ce que j'appelle les variations élémentaires sur le thème principal, où on a en fait que cet élément qui revient. On a quand même des ambiances de désolation, oui. Et puis toujours de nouveaux thèmes qui sont issus du thème Racine. Donc vous entendez qu'il représente la mort approchée, parce qu'il est toujours question de ça. Hein, alors pour le moment, je vois là simplement une atmosphère plutôt automnale de désolation et d'abandon par rapport à... Bon. Et puis alors une volonté d'étreindre absolument avec les dernières forces, l'énergie du désespoir, Odette à l'arrivée du prince. Ça, c'est un thème qui est repris d'un opéra, le Voïvode, mais qui présente une situation analogue. Et avec toujours l'idée des battements d'ailes qu'on retrouve dans le thème principal. Là, je vois dans cet accord vraiment une énergie extrême et désespérée. Et puis on a cette figuration presque où il lui demande pardon à Odette, où il y a un décalage rythmique saisissant, où le thème justement principal est comme déboîté dans son accompagnement. C'est comme s'il disait: j'ai été à côté de toi, je suis passé à côté de l'essentiel. Mais écoutez-le, c'est saisissant. Oui, ce sentiment de déséquilibre du thème et du rythme. Et qui est le bilan de toute une vie. Et maintenant, le prince va vouloir étreindre Odette en s'assimilant vraiment sa conscience avec elle. Mais c'est trop tard pour le vivre d'une façon terrestre. Donc ça va être le grand départ vers l'inconnu. Et donc ce lac qui devient tempétueux, qui risque de tout engloutir, eh bien bon, il peut bien étreindre Odette, mais il n'existera plus en tant que tel, en tant qu'humain. Et on est vraiment dans un épisode de destruction qui symbolise bien la mort. Ça sent la fin, Bertrand Roulet. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui est en train de mourir d'une façon très particulière, qui est prêt pour le grand départ, qui consent à ce départ, qui sait qu'il va rejoindre quelque chose d'essentiel. Et puis ce grand voyage, ce n'est pas simplement la transposition éthérée d'un thème qu'on aurait déjà entendu. Au contraire, je trouve très beau que ce soit juste un accord plus abstrait. C'est plus dans une lumière blanche. On n'a que la palpitation des ailes du cygne en tant que tel. Et ce ne sont que des accords vibrants qui s'éloignent dans le lointain.
Voilà, quelques accents du Lac des Cygnes dans cette entreprise que vous nous proposez pour la 3e semaine, hein, Bertrand Roulet, de redécouvrir la musique de Tchaïkovski, redécouvrir ou découvrir pour ce qui vient maintenant, ce qui va nous occuper jusqu'à la fin de la semaine, Bertrand Roulet. Un opéra qui commence comme ça. Un opéra que vous avez peut-être identifié, vous qui écoutez Musique en mémoire, mais franchement dit, ça m'étonnerait. Bertrand Roulet, de quoi il est question maintenant? Charodeïka, traduit improprement par l'enchanteresse, la sorcière ou la magicienne. Charodeïka traduit improprement, mais quand même passablement, rarement par l'enchanteresse, puisque c'est une œuvre, franchement dit, Bertrand Roulet, qu'on a très peu de chances de connaître, en tout cas sous nos latitudes et sous nos longitudes. C'est une œuvre qui n'est jamais jouée. C'est une œuvre qu'on trouve à peine dans quelques dictionnaires et encore seulement mentionnée. Vous avez eu de la peine de tomber dessus, hein, parce que si je prends connaissance de la partition que vous avez devant vos yeux, c'est une réduction pour piano chantée en allemand. Oui, parce que j'ai de la peine à trouver, parce qu'en fait, c'est dit Zauberin, il fallait vraiment chercher dans les bibliothèques. Ouais. Et puis, au niveau de la discographie, bon, on a un enregistrement. C'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que vous avez un musicologue comme André Lischke, qui est absolument partout dès qu'on s'intéresse à Tchaïkovski. Oui, qui est l'auteur notamment chez Fayard de cet immense bouquin qui devrait faire référence, j'imagine. Bah alors lui, il a accès à tout et puis il donne des notes comme un grand maître devant un petit élève. Et on imagine Tchaïkovski devant lui qui lève les doigts pour recevoir des coups de règle parce qu'il y a des œuvres qui sont réussies à moitié, d'autres aux 2/3. Là, il trouve qu'il y a des numéros qui sont. Donc là, vraiment, il le traite de haut. Ouais. Et puis vous avez quelqu'un qui est enthousiaste, comme moi, qui doit rechercher des fois péniblement à reconstituer un texte, comme je l'ai fait. Alors, bon, ça a vraiment été... Ce que vous avez là sous les yeux, j'ai vraiment trouvé un DVD avec une vieille représentation, on peut dire pourrie, qui date des années 80 dans un théâtre de province en Russie, Ouais. avec des décors réalistes. Bon, on est content pour une fois de voir des paysages et pas forcément un urinoir conceptuel d'un metteur en scène tordu, mais avec des toiles peintes dont on voit les plis, enfin vraiment quelque chose de misérable et de poussiéreux. Et puis alors un traducteur automatique qui nous donne des phrases en français pratiquement incompréhensibles. Donc j'ai essayé entre la traduction allemande et puis les sous-titrages de vous remonter à la surface cette sorte d'épave qui se révèle en fait être remplie de trésors. En même temps, on vous demande 2h30 d'intérêt, à vous qui écoutez Musique en mémoire. Vous, Bertrand, vous vous êtes donné du mal pour trouver cette musique. Je lis que cette enchanteresse Charodeïka date de 1887, c'est pas non plus tiré du fond des âges. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on la joue plus que dans un théâtre de province de Moscou en 1984, ça veut dire que c'est de la mauvaise musique, Bertrand? Vous touchez du doigt le problème de l'esprit mouton de l'humanité qui fait que beaucoup d'habitudes et beaucoup d'idées sont pas forcément le résultat d'une réflexion et d'une prise de conscience nette de la réalité, mais sont justement des habitudes, voire des inconsciences dans lesquelles peuvent jouer des rouages pas très glorieux, par exemple l'esprit commercial ou des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, par exemple l'esprit nationaliste italien ou des choses comme ça qui font que tout d'un coup on commence à faire des associations entre une œuvre et une autre. Prenez par exemple l'histoire du soldat qui est liée avec Ansermet, la fondation de la Suisse romande. Donc c'est clair qu'une œuvre comme ça, qui a sa place bien entendu, mais elle aura un poids différent que l'œuvre d'un Scriabine qui s'est fâché avec les ballets russes, qui s'est, pour des raisons XY, n'a pas été joué ni en Union soviétique à cause de ses opinions mystiques. Donc vous voyez que tout d'un coup, on fait des associations, et sans parler encore évidemment de tous les textes qui font référence au sacré, donc il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et donc évidemment, c'est l'esprit quand même véritablement culturel dans le vrai sens du terme, d'aller voir vraiment sur le terrain que sont les textes et de relire dans le détail la réalité. Donc misons sur la valeur immanente de cette musique et prouvez-la nous, Bertrand Roulet. Étayez donc la passion qui vous porte vers cette musique en nous montrant à quel point elle a de la valeur.
Je vous propose de pas tout de suite entrer dans des détails, mais simplement musicalement de prendre connaissance avec l'œuvre en écoutant la première minute telle qu'on l'entendrait au théâtre en la découvrant. La première des 157 minutes que dure cette Enchanteresse de Tchaïkovski, Bertrand Roulet. De quoi parle cet opéra en réalité? Ce qu'on vient d'entendre, c'est non seulement le portrait d'une femme, Nastasia, mais c'est aussi deux conceptions de la société qui vont s'affronter. À travers cette femme, l'ornement de son thème, qu'on retrouve ici sous forme vraiment signifiante et non pas décorative, sous forme florale, pourrait-on dire presque. Et puis, ces deux notes ici qui servent de passerelle vers la description de ce monde que visiblement cette femme qui est, par sa joie de vivre, qui est tenancière d'auberge, une jeune veuve, qui a un rapport très simple et inspiré par la nature, dérange justement une société répressive, dont voici maintenant l'évocation avec l'idée de deux notes non pas lyriques, mais heurtées et mécaniques. On a le même thème mais qui devient comme apeuré ici maintenant. Et on a ces intervalles assez curieux qui lèvent la tête presque comme des serpents pour mordre, parce on a même un accent. Maintenant, la double accentuation, on voit tout à fait qu'on entre dans un monde beaucoup plus viril, patriarcal. Et puis notre thème, notre ornement. On pourrait dire qu'il, dans une sorte de course-poursuite, qui nargue encore, qui ne prend pas trop au sérieux cette menace. Alors là, ces rythmes scandés, on est évidemment dans cette autre constellation sonore. Ce sont vraiment des rythmes étrangers qui s'insèrent de force dans la pulsation. 1, 2, 2, 1. C'est vraiment des groupes de 6 notes au lieu d'être des groupes de 4 notes, là, comme l'exigerait la pulsation normale. Il faut dire qu'autour de Nastasia, il y a toute une partie de la société qui, dans cette auberge, vit justement un espace, non pas de débauche, mais juste un espace de liberté. Et ça, c'est plutôt une idée de presque de police et de loi et de répression. Et puis on a une sorte de nébuleuse de triple croche qui sont la réduction, la miniaturisation de cette figure. Ta 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 ti ta 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 qui devient, mais toujours avec ses contretemps et ses rythmes déboîtés.
le fait qu'on ait ces répétitions, ces symétries, c'est vraiment le geste du tampon dans une administration pour valider un document, tout ce qui est militarisé, tout ce qui est automatique, tout ce qui est aveugle. Et puis ça génère justement tous ces feuillages de notes rapides. On pourrait presque plutôt dire ces tissus de ronces qui ici se développent avec toujours ces idées de contretemps et de rythme déboîté. Si je les accentue un petit peu, des fois dans ma main gauche, je crois que dans cette répétition, on ne peut pas dire que c'est un manque d'invention parce qu'il y a des séquences prévisibles. Au contraire, c'est pour montrer ces forces aveugles, c'est presque une vision politique de la société, de la dictature, du nivellement. Oui, donc répartition des forces, comme on l'a déjà vu chez Tchaïkovski, hein, d'un côté un héros, un personnage avec son caractère intime, au milieu d'une société, et de l'autre des gens qui sont là obéissant à un pouvoir aveugle, ou en tout cas obscur. Oui, mais là, il ne s'agit pas simplement de l'état ordinaire de l'humain tel qu'il est montré symboliquement dans le Lac des Cygnes. On a vraiment un point de vue beaucoup plus politique et une critique. Il y a même un certain anticléricalisme, non pas gratuit, mais vraiment une vision très très courageuse et un débat sur la question de la liberté, même du féminisme. Tout ça au sein d'une sorte de variation d'un thème qui, au fond, sa face claire et sa face sombre, puisqu'au fond, on arrive à rebasculer d'un côté et d'un autre, toujours par une même passerelle qui serait ici, ces deux notes. Et on voit comment est-ce que Tchaïkovski, par une sorte d'écriture minimaliste, c'est-à-dire en insistant vraiment, en répétant certaines formules, il arrive à étirer le sens du temps et à donner du sens même à des formules très brèves et répétitives. Quand on est arrivé ici à cette vision qui est... Maintenant, il va très peu à peu résorber ces deux notes qui deviennent une note unique, et puis pour revenir, tadam, deux notes au thème du portrait de Nastasia, et puis tout ce qui venait de des notes répressives. Ça devient le développement de l'idée de l'ornement. Tout ça, c'est une immense extension de... Et tout ça, il suit l'idée, mais jusqu'au bout. C'est plus que de la suite dans les idées. C'est un point de vue vraiment jusqu'au boutiste et extrême. Peut-être si je le joue au piano, justement, on voit mieux qu'il ne s'agit pas simplement d'une décoration orchestrale, d'une couleur, mais vraiment d'un développement, d'une signification. On n'est pas dans une conception de l'ornement. Tiens, on va mettre des ornements sur une structure préfabriquée. C'est vraiment un sens. En fait, c'est quelque chose qui coule, qui est fluide, qui est libre, opposé simplement à des notes qui sont hachées et qui sont bétonnées, qui sont rythmiques. Oui, j'entends bien. Oui. C'est assez clair. Oui. Et puis on arrive à la suite du portrait de Nastasia. Et si je vous propose de continuer de faire cette illustration piano, c'est qu'on l'entendra après quand ce thème vient dans un air. Donc là, on l'aura de toute façon, on l'entendra. Oui. Et il a une façon de parler de sa propre spiritualité qui est hors confession et qui naît de la contemplation de la nature.
quelque chose qui évidemment peut fortement déranger les autorités venant d'une femme, un espace où les gens se sentent bien. Libre penseuse. On est tout à fait dans cette optique-là. D'accord. Et donc ce qu'elle décrit ici, c'est un élargissement et un sentiment de liberté. Tchaïkovski a écrit con grandezza, avec grandeur et avec une simplicité mélodique. Quand on est au cœur de l'idée et que la mélodie est au cœur de l'idée, on n'a pas besoin qu'elle soit compliquée. Au contraire, c'est très bien qu'elle soit simple, qu'elle soit ici, on pourrait dire, une sorte d'hommage romantique à Mozart. Il y a un aspect vraiment très classique et dans les périodes et dans les harmonies éminemment simples. Il faut dire que l'auberge de Nastasia se trouve justement à l'embouchure de la Volga et puis du fleuve Oka qui se jette aussi dans la Volga. Donc en fait, on a une vision d'un magnifique panorama un petit peu surélevé avec ces deux fleuves qui se rencontrent et puis on voit dans le lointain sur des collines la ville de Nijni Novgorod. Et puis, à la fin de l'ouverture, on a de nouveau une évocation, mais non pas comme un coup près, comme une menace qui tuerait justement cette expression, parce que l'opéra va maintenant commencer, il faut laisser une certaine suspension. De nouveau, cette évocation du pouvoir et de ce danger, de cette destinée avec les notes accentuées. Oui. Donc on peut dire que il continue de tout construire sur le développement presque obsessionnel de cette petite cellule. Qu'on retrouvera tout au long de l'opéra. C'est un principe qu'on retrouvera tout le temps, d'une façon très très conséquente. Et le thème qui finit, qui est quand même chargé d'une certaine mélancolie, c'est une de ces variations qui, chez Tchaïkovski, sont tellement réussies à partir d'un thème qu'on a l'impression que c'est un autre thème et qui fait de la juxtaposition, alors qu'en fait, il varie son matériau musical. Au lieu d'avoir ta-da-di, da-da-da-da, on a cette version mineure. Et le piano permet justement d'entendre jusqu'au bout qu'il y a ce choix d'écriture qui est très très radical dans le développement, dans le fait de tirer un fil jusqu'au bout. Le rideau s'ouvre. Le rideau s'ouvre. Maintenant, cette densité de cordes et de figures rapides va continuer avec l'ouverture du rideau. C'est pas parce que tout d'un coup on a des costumes, des chanteurs, qu'il faut que l'orchestre se transforme dans une grande guitare. Et donc on va avoir une vision maintenant de la gaieté qui règne dans cette auberge, mais une gaieté réaliste, pas quelque chose de gnangnan, avec toujours un accompagnement foisonnant. Bertrand Roulet, est-ce qu'on écouterait le début de cette scène d'auberge à l'orchestre et donc au disque ? Très volontiers, on va pas écouter toute l'enchanteresse au piano, je vous rassure, mais il faut que je vous dise un petit peu ce qui se passe dans cette scène et puis avec la musique qui va avec. Donc, foisonnement de l'orchestre. Donc les gens... Joie de se retrouver chez notre jeune hôtesse, cela fait plaisir de festoyer ici, de chanter et de s'amuser. Et les invités de renchérir. Le bruit court à Nijni Novgorod que notre amie Nastasia est une sorcière. On l'appelle l'enchanteresse. Elle ne ferait pas de mal à une mouche, mais elle suscite bien des jalousies.
À cause d'elle, il y en a eu des crépages de chignons et des tresses arrachées. Alors là, justement, les couleurs se font aussi plus crues avec dans des structures très claires et des couleurs éclatantes. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très très vigoureux rythmiquement. Et puis on a cette apparition de ce personnage, le vagabond, qui est habillé dans un costume pratiquement sacerdotal. J'ai rêvé d'un archange qui me donnait une plume de ses ailes. Elle était plus claire que l'aube. Les invités ne racontent pas n'importe quoi. Ton cœur est fermé à ces mystères parce que ta foi est faible. Arrête de délirer et bois, disent les invités. Le vagabond, Dieu a planté des vignes, mais le diable en a fait du vin. Pour la perdition de l'humanité, le vin attire les forces diaboliques. Les invités, le vin nous réchauffe la chair. Le vagabond, c'est le diable qui nous a appris à distiller le vin, comme dans les gorges de l'enfer. Mon âme se consume dans ce feu. Et si je bois de ce poison, avec la plus grande contrition, je t'en verserai. Il déteste la vitalité et la bonne humeur qui règne autour et qui vient déborder jusque dans ses propos. Ближнем молва, будто наша кума-чародейка. Ха-ха-ха-ха! И пускай добрым людям она не злодейка. Наши бабы не раз челобитя приказ подавали. Подавали! Воркуны подпалить, а куму топить подбивали. Подбивали! Княжный якорь, протей, грабит добрых людей, Архангел мне во сне предстал и скрыл своим пером не дал, оно светлей зари. Отец, не ври! Кто верит слаб, тот сердцем глух для тайны сей. Не ври, Моисей, пей! Господь любил лозу садить, а дьявол стал вино давить на гибель всех людей. La première scène de Tcharodaïka, de cette enchanteresse de Tchaïkovski, donc là, les invités dans cette auberge avec le vagabond. Bon, ceci dit, ces invités ne sont pas non plus des petits anges. Il y a des scènes qui sont plus rudes et très réalistes. Par exemple, dans ce flux de double croche, tout le temps dans les cordes, tout d'un coup, autour d'une table de jeu, il y a une altercation parce qu'on découvre qu'un des joueurs joue avec des faux dés. Alors tout d'un coup, c'est comme si on lui saisissait la main et puis on saisissait du flux 4 groupes de double croche. Et dans cette violence quand même toujours potentielle dans ces milieux-là, tout d'un coup, il y a la voix de Nastasia et de ses amis qui revient d'une cueillette. Elle était dans la forêt, dans les champs, elle ramène des baies, peut-être s'intéresse-t-elle à des médecines parallèles, peut-être qu'elle arrive à soigner des gens avec des huiles ou des herbes. Et puis ce chant qui vient avec ce chœur de femme à l'évocation de ce personnage que tout le monde appelle Kouma, c'est-à-dire notre petite mère. Eh bien, il y a cette espèce d'émerveillement et cette façon d'ennoblir les mœurs, de pacifier les gens par l'inspiration de la femme qui a justement, qui offre une vision, une micro-vision de la société qui n'est justement pas le patriarcat.
y a quelque chose de nostalgique et de fragile quand on pense que c'est justement cette vision de la société qui sera tellement menacée. Et puis on a harmoniquement, au lieu d'avoir simplement des accords parfaits, simples, on a des accords de septième, donc un peu plus complexes. Qui donnent une sorte de qualité délicate et féerique. Une qualité délicate à ce personnage qui est souvent associé à la grâce de la flûte. Она и есть гораздо петь. Большой поклон тебе. Усердно здравствуем. Как можешь. И если где у нас Элунья лучше насти нашей славной, как не ступит, что не скажет, все ей лебеди пристало. Где была ты? Где гуляла? Где гуляла? Где была в лугу зеленом ягод с девками искала, песни пела на раздоле, да к себе гулять скликала добрых молодцев. А вы чего не веселы сидите? Скучаем, Настя, без тебя. Скучать не дело для ребят, обычай наши позабыли, сниму заботы как рукой, и спей вина, гуляй домой. Ши, сороки, отцепитесь. Quelques accents de cette première scène de Tcharodéika, de cette enchanteresse de Tchaïkovski. Bertrand Roulet. Alors le détail de cette scène, psychologiquement, les rapports avec le vagabond, avec ces deux conceptions de la société, on n'aura pas le temps d'entrer en détail maintenant, mais on pourrait tout de suite passer à l'ère centrale qui montre l'état d'esprit de ce personnage. De Nastasia, donc, qui dit « Lorsque l'on regarde au loin depuis cette colline vers la vallée de Nijni Novgorod, où notre mère, la Volga, embrasse sa sœur, la rivière Oka, juste devant notre maison, tout nos tracas, toutes nos tristesses s'effacent d'elles-mêmes. Tout ce qui vous oppresse s'écarte de vous lorsque votre regard se perd dans l'infini. Alors, votre cœur palpite dans l'immensité, vous respirez avec légèreté, comme l'aigle qui s'élance vers le soleil, l'âme veut déployer ses ailes, elle se sent vaste et libre. »
Закатый княжич наш плывет к нам. Правда? Ну, он и есть. Я княжича не видела, а молвят все, пригож собой. Как Божий день, пригожий нет его высокой стати, и могуч, отвагой взор горит его, под кровью соболиною, румянцем зоркий утренний бела лицо зарделося, и над устами алыми пушистый уж чернеется, на всех он добрый, участливый, в обидах и насилиях, а притч его на дуду нет, доступный оборот. Здравствуй, батюшка! Государь ты наш! Ясно, солнышко! Ты пожалуй нас своей милостью, к нам сойди и спить меду сладкого. Ты, пожалуй, нас своей милостью на себя взглянуть, дай на сокола. Жаль, не время мне, тороплюсь с тобой, а за добрую речь спасибо вам. Ловчий мой Журан, он охоч гулять, мне простить прошу. Будет княжество, прощай, сокол наш, княжеж ласковый. Прощай, ясно, солнышко, ясно, солнышко. Прощай, прощай. L'air central de Tcharodejka, cette enchanteresse de Tchaïkovski. On patiente jusqu'à demain pour continuer d'évoquer cet opéra. Et puis quelques minutes à passer encore ensemble dans Musique en mémoire. Retour au dernier acte du Lac des Cygnes, dont il était question tout à l'heure.
Cette musique du Lac des Cygnes. Pour conclure cette émission, Bertrand Roulet, demain nous continuerons de redécouvrir Tchaïkovski. Franchement dit pour beaucoup d'entre nous, de découvrir Tchaïkovski puisqu'il sera question toujours de l'Enchantresse de Tcharodeïka. Grand merci à Gérald Yestan pour sa réalisation, à Isabelle Watson pour son assistance à la production. Rappelons que Musique en mémoire, c'est une proposition de Jean-Luc Rieder. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.